Bon, donc nous ouvrons donc la séance de ce conseil de quartier en public. Le maire ne peut pas être là parce que si vous voyez, vous pourrez retrouver ce qu'il dit sur BFM TV ce soir à partir de 19h25, je pense qu'il sera en direct. Mais on pourra savoir ce qui se sera passé en se remettant sur la reprise. Nous avons ce soir plusieurs thèmes importants. Monsieur Jean-Yves Pinet, à qui je donnerai la parole, présentera le service de propreté. Et puis, toutes les questions qui concernent la voirie vont lui être posées. Et on a parmi ces éléments le réaménagement de l'angle de la rue Violet et de l'avenue Émile Zola. Monsieur Pinet vous donnera les éléments aussi. Et nous avons un très jeune dans notre groupe là, qui est au conseil de la jeunesse, et c'est monsieur Louis Latine et monsieur Hector Vespumi. Merci Madame la Présidente, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que le sujet de la propreté est peut-être pas le sujet le plus adapté, mais je suis là pour répondre bien évidemment à vos questions. En préambule, si ça vous dérange pas, je vais vous faire un petit point de situation de ce qui se passe sur le 15e et un petit peu sur Paris. Donc la situation parisienne est loin d'être des plus florissantes. La moitié des arrondissements sont collectés par les agents de la ville, et eux sont à l'arrêt total. L'autre moitié est collectée par des sociétés privées. Nous, on a une société qui est basée, alors le siège social est basé dans le sud, mais le dépôt d'ébène est basé dans le Val-de-Marne. Il se trouve qu'il est basé dans la circonscription de quelqu'un qui s'appelle Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Et dès jeudi et surtout vendredi, avec des élus CGT du Val-de-Marne, des élus locaux, des étudiants de Créteil et aussi d'autres personnes, puisque on a eu d'autres informations, donc des gens qui viennent de Nantes, des ex-zadistes et autres, sont bloqués les dépôts, alors que les éboueurs de Pisorno souhaitaient travailler. Et donc il nous a fallu essayer de trouver des solutions de rechange, puisque depuis vendredi, tout était bloqué et effectivement, plus rien n'était collecté. Des bennes ont commencé à circuler à partir d'hier soir. On n'avait que 4 bennes. La difficulté auquel on est confronté, c'est que d'une part, il y a un gros volume à retirer, mais il faut que vous sachiez que sur l'agglomération parisienne, il n'y a plus qu'un centre de traitement qui fonctionne, il est à Romainville. Nos bennes mettent 2h30 à faire l'aller-retour entre le temps de trajet et le temps d'attente. Même si on les fait circuler 8 heures, vous retirez 2h30 à chaque tour, vous voyez qu'il y a un moment donné où on ne peut pas collecter plus. Hier soir, on pensait collecter 100 tonnes, on n'en a collecté que 50. Donc c'est les grandes difficultés. On essaye de demander effectivement via le préfet de pouvoir ouvrir des centres, de pouvoir avoir des réquisitions. J'ai appris ce soir que le dépôt de l'entreprise de Richebourg, qui elle collecte le 7e, le 13e à Charenton, est aussi bloqué par des éléments extérieurs à l'entreprise. Donc voilà, donc quand j'entends effectivement des appels de gens qui me disent il faut faire le privé, il faut faire le privé. Oui, le privé veut travailler, mais sauf que si on lui bloque et qu'il n'y a pas de décision de justice pour débloquer les dépôts, ça devient compliqué. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on retournera à la normale. On a entendu aujourd'hui que, en ce qui concerne le mouvement parisien, il est reconduit jusqu'au 20. Donc ça nous donne déjà toute cette semaine, c'est-à-dire que ça va continuer à s'accumuler. On essaye de traiter au mieux. Alors il faut savoir que nous avons des renforts d'équipage de province. Donc les gars qui conduisent les bennes ne connaissent pas forcément notre arrondissement, donc même quand on leur donne une rue, des fois, ils connaissent pas trop le coin, donc ça peut tourner. On essaye en priorité de faire, je le dis pour tous ceux qui habitent dans des petites rues résidentielles, et je m'en excuse, et je prends toute ma part de responsabilité, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. On traite les gros axes, puisque c'est là où il y a le plus de circulation, et effectivement, quand ça vole, c'est là où on peut avoir le plus d'accidents. On traite, et je remercie énormément ma collègue Chantal Rogène, avec qui je travaille depuis 48 heures, au niveau des écoles. On essaye de traiter les écoles aussi en priorité, puisque là, ça s'est accumulé, et notamment là où on a les déchets alimentaires, les cantines. On a les crèches qui nous font un appel à l'aide, et on a aussi effectivement les hôpitaux, où là, on a un problème sanitaire important, donc on essaye de traiter. Tout ça pour vous dire qu'on essaye de faire au mieux. Voilà, je prends ma part en tant qu'élu local. Je peux entendre toutes les critiques. Il y en a
que j'accepte, d'autres que j'accepterai pas. Vous connaissez, pour ceux qui me connaissent, mon franc-parler. Je répondrai à la critique avec mes mots. Mais voilà, on bosse. On n'est pas en train de se tourner les pouces. Et j'en appelle pas qu'à la responsabilité de la maire de Paris qui, pour votre information, a décidé de fermer de nouveau la mairie centrale, même en annulant la séance du Conseil de Paris de demain. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire quand même sur cette situation qui est un petit peu compliquée, qui nous dépasse, parce que là, on n'est pas dans le même conflit qu'on a eu au mois de novembre. Au mois de novembre, c'était une vraie grève des salariés pour des questions salariales qu'on pouvait entendre. Ils n'étaient pas d'accord entre l'augmentation de salaire qu'on leur proposait et ce qu'ils souhaitaient. La mairie a joué son rôle de médiateur. Ça a duré un certain temps, mais on a pu obtenir, effectivement, en discutant avec tout le monde, le départ d'ébène. Et donc, il y a eu un accord négocié à l'intérieur de l'entreprise. Ça fait partie de la négociation salariale. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je sais que les informations, en plus, de la presse peuvent être contradictoires. France 2, ce week-end, annoncé que finalement sur le 15e ça se passait bien. Ils oublient juste qu'en fait les dépôts sont bloqués. Les ouvriers veulent bien travailler, mais pas les autres extérieurs qui se mettent devant. Et quand le chauffeur part, vous n'allez pas écraser des gens qui sont devant sur une benne, ça peut être compréhensible. Voilà en ce qui concerne les dépôts. C'est aussi aggravé puisqu'on n'a plus non plus de collecte de corbeilles. Donc là, on est en train de voir avec la propreté du 15e pour essayer de ramasser au pied des corbeilles ce qu'il peut y avoir. Et on a un premier caisson. Alors les caissons, c'est les gros caissons que vous pouvez constater si vous allez à la déchetterie du quai d'ici. C'est les gros caissons qui font 7 mètres de long, 2,50 mètres de haut. Donc on va pouvoir y mettre un certain nombre de sacs. Pour le moment, on en a obtenu un de la ville de Paris. On espère en obtenir 3 ou 4, ce qui va nous permettre un petit peu de dégager les rues. Mais voilà. Patience, dites-le autour de vous, s'il y a des gens qui s'agacent, qui s'énervent. On fait le max. Ce soir, il y a 7 bennes qui vont tourner. Il faut savoir que les gars ont commencé ce matin à 6h, ils vont aller jusqu'à 23h ce soir. Il y a 2 équipes qui tournent. Ce sera pareil demain. Voilà, ça c'est pour la collecte des ordures ménagères. Pour l'organisation de la propreté du 15e, je vais surtout vous parler de cette affaire dont on entend parler depuis plusieurs mois, qui s'appelle la territorialisation. C'est-à-dire que la maire de Paris a décidé de nous transmettre un certain nombre de responsabilités. Alors, sur le papier, elle nous transmet la responsabilité. De toute façon, on a de plus en plus effectivement de liens étroits avec la division de propreté du 15e. En ce qui concerne les budgets et en ce qui concerne l'organisation du travail, ça se fait petit à petit, c'est pas encore complètement ça. Par exemple, dans le 15e, on va expérimenter cette année, on va le mettre en place d'ici la fin d'année. Je pense notamment aux petites rues. Lorsque vous avez une petite rue, alors je ne parle pas des grosses artères ou des doubles voies comme la rue des entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre la rue Edmond-Roger, par exemple. Parfois, sur le canton, sur le plan de l'ouvrier, et lui, il n'a que le trottoir de gauche, et puis le trottoir de droite, il est fait par quelqu'un d'autre. Ce qui fait que des fois, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas là, ou il y en a un qui fasse moins bien le boulot, ou que sais-je. J'ai des retours, on me dit « Je comprends pas pourquoi le trottoir en face de chez moi, il est mieux fait que mon trottoir à moi. » Ce qui est vrai, je l'ai eu aussi dans ma rue à moi, et ça existe. Donc l'idée, c'est qu'un agent, sur les petites rues résidentielles, rue de la Rosière, Edmond-Roger, ces rues comme ça, par exemple la rue Violet peut se prêter à ça, puisqu'on est sur un sens de circulation. Avenue de la Motte-Piquet, ça sera un petit peu plus compliqué parce que là c'est plus gros et effectivement ce sera traité différemment. Pareil sur la rue Le Courbe, mais sur ces petites rues, l'agent sera responsable des 2 côtés du trottoir. Ce qui fait que si vous avez la chance d'avoir un agent top, eh ben vous aurez 2 trottoirs correctement nettoyés. Tout ça va se mettre en place petit à petit. Tranquillement avec les agents, parce que c'est une révolution de travail pour eux. Aujourd'hui, ils font ce que leur implique la ville de Paris, c'est-à-dire ce qu'on appelle le travail en recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail en recherche ? Vous allez voir des agents qui vont pousser un chariot avec une pince et qui vont ramasser les papiers. Ce qui fait que quand vous sortez le matin pour aller travailler, vous n'avez pas franchement l'impression qu'un agent est passé dans votre rue. Pourtant, je peux vous dire ici, et je l'assume pleinement, et je sais que beaucoup me diront « Non, c'est pas vrai, vous racontez des histoires », mais moi je vous dis que c'est vrai, sur le papier. Toutes les rues du 15e, alors on va mettre en dehors les périodes un peu compliquées comme aujourd'hui. Toutes les rues du 15e sont faites chaque jour par un agent. Maintenant, c'est sûr que si vous avez un agent qui travaille mieux qu'un autre, eh bien, effectivement, vous n'avez pas forcément la sensation que votre rue a été faite si l'agent ne fait que ramasser avec la pince et ne met pas le balai. À une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était on mettait de l'eau dans le caniveau, on mettait un coup de balai, ça faisait un 8 sur le trottoir. Aujourd'hui, effectivement, les doctrines, c'est on utilise moins d'eau, c'est plus la pince, moins le balai, etc. Et on utilise plus le mécanisable. Voilà. Et donc, pour le mécanisable, c'est pas non plus une mauvaise idée, et on va essayer de l'utiliser de plus en plus. Voilà ce qu'il en est de cette territorialisation. On a récupéré alors, un truc qui s'appelle, en termes barbares, l'enveloppe souplesse.
Enveloppe souplesse, le 15e arrondissement, à peu près 800 000 euros. Sauf que l'enveloppe souplesse, je ne peux pas faire ce que je veux avec, je ne peux piocher que en fait, dans les contrats de la ville. C'est-à-dire que je peux augmenter, par exemple, la collecte sur les corbeilles de rue, je peux demander une lutte anti-DAG un petit peu renforcée, etc. Mais je ne peux pas aller faire une prestation qui n'existe pas encore dans le catalogue de la ville de Paris. On essaye de faire évoluer ça, puisque ce n'est pas la peine de me donner un budget si je ne peux pas l'utiliser comme je le veux, sachant que je ne vais pas l'utiliser autrement que pour essayer de rendre les rues un petit peu plus propres. Il y a d'autres sociétés qui peuvent proposer certaines prestations de services, et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir l'utiliser. Donc vous voyez, il y a quand même des choses, je vais être quand même positif, il y a quand même des choses qui avancent, ça met du temps, ça se met beaucoup de temps, c'est pas la panacée, c'est pas extraordinaire, mais voilà, mais on y travaille. Voilà. Sur la cartographie de la propreté au niveau des ateliers, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. On est toujours à moins de 300 agents pour l'arrondissement le plus peuplé. Donc là aussi, on a quand même un manque de personnel et un manque de matériel criant. Bon, il faudra quelques années pour revenir à un niveau plus acceptable. Mais voilà en ce qui concerne la propreté. Donc j'ai trop parlé et je passe la parole donc d'abord à la table pour ceux qui ont des questions et à la salle, bien sûr, je suis là pour y répondre. J'arrive. Oui, bonjour, Philippe Stelland, conseiller de quartier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de présenter. Effectivement, j'ai vu des camions aujourd'hui passer rue du Commerce, avenue Émile Zola. Effectivement, les petites rues ne sont pas ramassées. Il y a dans certaines petites rues, ma voisine vient de me montrer une photo de la rue de Montroger, justement. Non, la rue du Docteur Roux, avec des montagnes de déchets. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Il y a des odeurs, parce que la température remonte. Il y a des rats, j'en ai vu. Donc c'est vraiment très très compliqué. Il faudrait qu'à un moment, même les petites rues puissent essayer de passer. Deuxième point, tu parles des passages, de l'entretien des rues. On s'est vu en début d'année, je t'avais signalé un trottoir qui n'avait pas été nettoyé depuis plusieurs mois, avec des feuilles, enfin ça devenait très glissant, ça devenait très dangereux. Effectivement, grâce à ton intervention, ça a été fait, tout a bien été nettoyé. Ils ont fait que le trottoir, ils n'ont pas fait le caniveau, c'est de ma faute, j'avais pas demandé. Voilà, il fallait préciser trottoir et caniveau. Voilà. Maintenant, tu parles aussi des petites poussettes avec les pinces pour ramasser. C'est pas une nouveauté, ça existe depuis des années. Moi, j'ai toujours connu ça, donc... C'est la doctrine de travail qui a changé. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, les pinces, elles sont toujours là, mais à une époque, ils utilisaient le balai beaucoup plus régulièrement qu'ils ne l'utilisent aujourd'hui. Et c'est effectivement ce qu'on appelle le travail en recherche, et donc qui utilise surtout la pince. C'est une doctrine qui existe depuis maintenant un peu plus qu'une dizaine d'années, qui sort parce qu'il y a une école de la propreté à la ville de Paris qui a été créée. Et donc tous les agents, avant d'être mis dans les divisions territoriales, passent par l'école de la propreté de la ville de Paris qui leur apprend cette doctrine. Et donc là où je voulais en venir, ma question était, quand on constate des manques en fait pour le nettoyage, à qui peut-on s'adresser? On ne va pas systématiquement téléphoner à M. Pinet pour lui demander de faire passer les agents. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, un bureau, un centre comme par exemple sous la place Saint-Charles, je crois, avec les agents de la ville de la propreté, où on pourrait aller, où on pourrait téléphoner pour demander une intervention? Alors, à aujourd'hui, et je peux entendre les critiques qui peuvent venir, en tout cas pour la propreté, je dis bien pour la propreté, c'est autre chose pour la voirie. Le meilleur outil, c'est encore l'application sur les smartphones dans ma rue. Très franchement, moi j'ai les retours réguliers. Dans les 48 heures, normalement, il y a un rendu de quelque chose qui est signalé dans ma rue. En plus, l'avantage, c'est qu'on met une photo. Donc l'agent, il a à la fois comment dirais-je, le lieu, le descriptif et la photo, ce qui est beaucoup mieux pour lui pour intervenir. Donc très franchement, ça là-dessus, voilà. Autant sur la voirie, quelqu'un signale un trou, le trou va rester un certain temps, et là, le suivi est beaucoup plus long. Autant sur la propreté, c'est très rapide. Pareil, même si un dépôt sauvage est signalé, alors sur les dépôts, les seuls dépôts qui peuvent rester un certain temps, c'est quand on a des gros gravats de chantier, parce que dans ce cas-là, au vu de la charge, on est obligé de faire appel à des engins grappins,
parce que quand il y a 400 ou 500 kilos à ramasser sur certains tas, effectivement, il vaut mieux avoir du mécanisable que d'abîmer des dos humains. Mais sinon, l'application dans ma rue qui se met à la fois sur l'iPhone, sur les Android, c'est le plus simple. On peut même le faire, alors si on ne l'a pas sur le smartphone, on peut même le faire via Internet, mais c'est vrai que quand on a une photo, c'est quand même beaucoup mieux, c'est plus criant. L'affaire que tu m'as donnée, mais en fait, j'ai effectivement passé un coup de téléphone, j'ai donné l'adresse. Si on avait la photo et du trottoir et du caniveau, je pense qu'ils auraient fait les deux. Merci. Alors, comment on va espérer que tout ça se règle très vite? Je parle de la grève et des blocages. Quand on regarde, quand on se balade un peu dans le coin, on voit que les dépôts sauvages, notamment, sont souvent au même endroit régulièrement. Alors, comme j'ai du mal à penser que les gens se baladent à travers tout le 15e pour aller à un endroit qui est très loin de chez soi, est-ce qu'il n'y a pas, parce que je pense que les gens de la propreté s'en rendent compte régulièrement, il y a quelques endroits dans le coin où très régulièrement il y a des gros dépôts. Est-ce qu'il n'est pas possible, alors je ne sais pas si c'est la police municipale, d'essayer de voir d'où ça vient, parce que c'est pas par hasard que ces endroits, et c'est des endroits où en général c'est très sale, très vite, et quand je dis dépôt sauvage, c'est pas un sac poubelle, c'est des meubles, c'est des cartons, c'est des déchets divers et variés qui en général attirent, voilà. Savoir parce que c'est bien de dire que certains agents ne font pas leur travail, ou font mal, ou sont pas, mais c'est aussi les citoyens du 15e qui sont parfois de gros cochons, hein, soyons clairs. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment, on voit très bien que suivant les rues, suivant les immeubles, on a des gens qui ont mis, parce que pas tout le monde dans les immeubles a de quoi stocker le stock de poubelles, hein, excusez-moi, mais on voit bien qu'il y a des endroits où c'est mis dans des je dirais pas joliment, mais c'est dans des sacs en plastique serrés, fermés. Alors, il y a des dégradations par des animaux, etc., mais c'est mieux fait que dans d'autres. Les gens ont considéré qu'il y avait assez de poubelles, ils en ont rajouté, sac pas fermé, voilà. Alors, pour répondre à votre question, déjà, moi, je me satisfais que sur l'arrondissement, sur l'ensemble des dépôts, quand je parle des dépôts, c'est au sens large du terme, j'ai 70% de rendez-vous. Donc, on a quand même énormément de gens qui déposent des meubles, qui déposent des choses dans la rue, où ils ont pris un rendez-vous. Ce qui se passe, alors c'est très simple, généralement vous avez, alors soit ils le mettent sur le meuble, soit ils mettent un petit papier, vous avez un numéro W, etc. Effectivement, on a des spots récurrents, on les connaît, etc. Il y a des passages, alors vous ne les voyez pas forcément, mais il y a des passages très très réguliers de la police municipale. Dès qu'on a des gros dépôts qui sont là, il y a des enquêtes, il y a des gens qui vont même jusqu'à fouiller les sacs qui sont déposés. Il y a des courriers de ma part qui partent quand on a des informations. Il y a des gens qui peuvent être convoqués, y compris dans les services. Il y a des choses quand même qui sont faites. Et je peux vous assurer, mais voilà, on est sur une agglomération de 240 000 habitants, donc ça fait quand même du volume. Si c'est pas, par contre, collecté aussi rapidement que vous l'espériez ou que je l'espère, c'est parce que j'ai mis comme priorité aux agents de collecter les rendez-vous. Parce que j'estime qu'à partir du moment où des habitants prennent de leur temps, font la démarche de prendre un rendez-vous, on doit les servir en priorité et effectivement, après, on regarde pour ces dépôts sauvages qu'on essaye. Mais là encore, c'est pareil, tout est question de moyens, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai moins de 300 agents, j'ai pas non plus pléthore de camions, je vais vous raconter une anecdote. On est passé de camions diesel à 1200 kg de charge, à des véhicules, certes, moins polluants, enfin, encore, on pourrait discuter longuement aussi des histoires de polluants, qui font 750 kilos. On m'a remplacé un pour un, c'est-à-dire que j'ai perdu plusieurs kilos, plusieurs centaines de kilos par ce remplacement de camion. Donc ça pose un problème quand vous avez effectivement la charge. Et donc effectivement, et pour vous donner un exemple très simple, un lundi moyen, c'est 650 rendez-vous le matin assurés. Voilà. Donc c'est vrai que des fois il y a des retards et c'est compliqué. Reprenez le micro s'il vous plaît. Merci. Il y avait juste pas de critique. Je trouve que le service des encombrants marche remarquablement bien. On va pas, mais simplement je parlais plutôt de problème de citoyenneté, de respect, de civilité et de savoir est-ce qu'il était possible d'envisager d'intensifier un peu la lutte contre ces infidélités. Je ne doute pas que vous en fassiez déjà, puisque maintenant on a une police municipale. Est-ce que elle pourrait être... 805 hectares, 150 km de voies de circulation, 300 km de trottoirs. Il y a 2 unités de lutte contre l'incivilité pour tout l'arrondissement. Voilà, je vous laisse... Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit madame.
en acquiesçant sur ces paroles. Moi, j'habite rue Edmond-Roger, donc c'était facile pour moi de venir jusqu'ici. Et de chez moi, je suis au 11 jusqu'au collège. J'ai vu des matelas, des tapis, des caves qui évidemment sont vidées. Donc je trouve qu'il y a une attitude opportuniste qui n'est pas du tout correcte. Et j'en veux pas du tout au service de la ville, hein, qui fait ce qu'elle peut. Et j'apprécie votre commentaire. Hein. Mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à dire, un message à faire passer. Je veux dire, c'est pas le moment d'avoir des attitudes... oui, d'incivilité, c'est pas le moment de vider sa cave, c'est pas le moment de mettre sur le trottoir des objets qui n'ont rien à y faire. Il y a déjà tout un tas de détritus, de poubelles, qui sont d'ailleurs plus ou moins mises. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est bien rangé, les poubelles sont bien fermées, et puis d'autres où c'est n'importe quoi. Et bon, j'ai appris que dans une des rues, rue Le Courbe, le camion était passé cette nuit, mais n'a pas pu ramasser ce qui était par terre. Les poubelles étaient ouvertes, il y avait tout un tas de déchets qui étaient par terre, et je ne sais pas comment les employés n'ont pas pu enlever tous les détritus qui traînaient par terre. Oui, parce qu'on essaye de ramasser au mieux et au plus vite, et c'est plus facile de ramasser les bacs. C'est vrai que sur du vrac, il y en a de plus en plus, mais voilà, ça va se faire. Mais là, je ne peux qu'acquiescer ce que vous dites, effectivement. Bon, sauf si le matelas encombre vraiment, mais si on peut éviter de vider sa cave en ce moment, ça nous arrangerait. Franchement, ça nous simplifierait la tâche. Madame. Oui, je voudrais revenir sur la place du commerce. En fait, tout le tour de la place du commerce. C'est vrai qu'à Schlag, dans ma rue, ça marche très très bien pour tout ce qui est chaises qui restent et tout ça. Maintenant, nous, la place est quand même dans un état de saleté récurrente, à savoir qu'on a plusieurs problèmes. On a des bandes de jeunes, bon ça fait 5 ans que ça dure, qui se réunissent là au niveau juste en face de nous, qui une partie de la soirée, une partie de la nuit. Le lendemain matin, on a les canettes, les bouteilles, les paquets de chips. Tout ça, ça reste sur le trottoir. Je l'ai vu jusqu'à 4 jours. Et quand c'est ramassé, les canettes ont basculé dans le caniveau. Ça, c'est jamais ramassé. Donc ce coin-là est régulièrement très sale après leur passage. Et avec les beaux jours, ça va devenir à nouveau quotidien. On a le terre-plein de la place qui est vraiment dans un état épouvantable. C'est même plus de la terre, il y a des margelles en béton qui tombent. Les déjections canines, alors là c'est un problème terrible. Alors on en revient, les gens sont sales, on est d'accord. Les déjections canines absolument sur tout le pourtour. Les bords d'arbres ne sont plus du tout entretenus, il y a de l'herbe qui déborde et tout. On a, quand il pleut, ça, la terre du square qui déborde sur les trottoirs tout autour. Et on a également les 2 sorties de métro avec les mégots qui s'accumulent de façon absolument affolante, et également au niveau du café-commerce, au bout, où même vous avez les employés qui fument dehors, et quand ils ont fini de fumer, ils jettent leurs mégots sur la chaussée. Voilà, on cumule un petit peu tout, ce qui fait que l'état permanent de la place, très franchement, c'est sale. Je crois que vous avez dû recevoir un courrier d'une personne récemment de chez nous qui l'a constaté, qui vous a écrit. Moi, j'écris pour d'autres choses, mais puisque là, on a l'occasion de prendre la parole pour la propreté, voilà, tout autour, on cumule pas mal de choses qui font que l'endroit est sale. Bon, je reverrai avec le responsable de la propreté du 15, parce que notamment sur les trottoirs, on peut faire passer du mécanisable tout autour de la place, mais bon, sur le reste, je regarderai. Les mégots, il y a eu des PV de mis au Café du Commerce. Ils en ont mis, il y a eu des opérations, effectivement, les salariés qui ont pris des PV. Il y a eu des discussions avec les responsables d'établissement pour qu'ils mettent à disposition de leurs clients des cendriers, puisque ils peuvent mettre des cendriers dehors. Enfin, à une époque, c'était interdit les cendriers dans les cafés de Paris pour éviter que... Oui, c'était tout simplement pour éviter, parce qu'il y a eu des bagarres dans certains cafés où les cendriers finissaient dans la figure du voisin. Donc, il y a eu un arrêté du préfet de police qui interdisait les cendriers. Voilà, on a fait avec. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc on peut tout à fait avoir des cendriers. Donc voilà. Alors, sur le jardin, j'ai déjà propreté et voirie, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que vous appelez des margelles et le terre-plein. C'est autour du square. Oui, entre la chaussée et le square, on a tout autour
Enfin, c'est même plus une bande de terre, hein, c'est Oui, plus un terre-plein. Je vous rappelle la doctrine de la ville de Paris où il ne faut plus rien désherber, il ne faut plus rien faire et il ne faut plus... voilà, moi je fais en fonction de ce qu'on me donne. Si vous voulez nous mettre de l'herbe partout, ça sera formidable, ça sera vert, ça sera joli. On va pas revenir. On avait d'autres projets en d'autres temps sur la place du commerce et on a tout annulé, donc voilà, on va pas y revenir. Oui, je m'en souviens très bien. Mais donc je pense qu'on aurait pu améliorer certainement des choses, donc effectivement les budgets sont partis autre part, donc malheureusement là, pour l'amélioration de la place du commerce, pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué, puisque embellir votre quartier est terminé, c'est passé autre part, et voilà. Non, mais je ne vais pas revenir sur embellir votre quartier, mais c'était pas non plus le pourtour de ce que... Ah, il y avait, c'était un tout. Ça aurait été une reprise de tout. Voilà, la ruée de Montroger qui est reprise là actuellement, elle est dans le cadre d'embellir mon quartier, c'est une reprise de tout. Hein, donc, alors, voilà. sur la ruée de Montroger, permettez-moi de rebondir à l'instant sur ce que vous venez de dire, puisque vous êtes en train de la refaire, et je pense que tout le monde est très content, surtout ceux qui habitent la rue. Est-ce que va être repris le trottoir qui est juste devant le restaurant Stéphane Martin, qui est très haut? C'est une demande récurrente depuis des années dans les conseils de quartier. On en a eu l'occasion d'en parler, je crois, à chaque fois, hein, chaque année, chaque fois. Est-ce qu'il est prévu, puisqu'on refait cette rue, ça serait quand même bien de faire tout d'un coup, de rabaisser le trottoir devant ce restaurant, trottoir qui doit faire 20 cm de haut, et quand vous arrivez pour une personne handicapée, alors de l'autre côté il est abaissé, mais à partir du moment où vous franchissez pas celui-là... Au niveau du passage piéton. Oui, oui absolument. Normalement, de toute façon, à partir du moment où il y a un plan de travaux, il y a l'accessibilité PMR qui est d'office. Alors je reverrai sur le plan, mais pour moi, c'est prévu à partir du moment où ils reprennent, mais je reverrai ça. Voilà. Merci. Attendez, madame, chacun à son tour et avec un micro, sans ça on vous entend pas. Alors on va laisser la dame parler et ensuite on vous passe le micro. Madame, le micro. Oui, nous avons beaucoup parlé de la rue Edmond-Roger. Il ne faudrait pas oublier la rue de la Rosière, qui voit rarement un coup de balai, d'une part, et d'autre part, qui est très prisée par certaines entreprises qui viennent déposer les gravats. Alors non seulement on a les ordures, mais en plus on a les gravats. Alors là, je crois qu'il y a un sérieux problème, parce qu'elle est très très prisée. On voit des petites camionnettes qui déposent leurs gravats. Parce qu'effectivement, elle est en dehors d'un certain périmètre, que ça ne se voit pas, etc. Là aussi, la rue de la Rosière va faire partie... Oui, madame. Oui, je sais. Il y a un grand renfoncement et tout devant l'église géorgienne. Oui, et il y a aussi un projet de rénovation complète de cette rue qui, effectivement, évitera ce type de dépôt par la suite. Merci. Madame. Allez-y, madame. Moi, je voulais juste revenir sur le trottoir dont on parlait il y a un instant. Un tout petit peu plus près, s'il vous plaît, votre Quand micro. les ouvriers ont commencé, j'étais allée les voir et je leur ai posé la question et ils m'ont dit que c'était pas prévu. Bon, je regarde ça. Je suis en réunion à vendredi avec la voirie. Je reprendrai la rue de Montroger pour savoir s'il y a bien l'accessibilité PMR qui a été faite. Parce que j'ai encore vu l'autre jour une maman avec une poussette. Je vous crois, madame. Et le gamin a failli basculer. Normalement, c'est la doctrine, puisque à chaque fois qu'on refait, on me fait des pistes cyclables à contresens en me disant c'est la loi l'homme, on me met des arceaux vélos, il y a les arceaux vélos pour la loi l'homme, etc. Et normalement, il y a effectivement un plan d'accessibilité à chaque fois qu'on refait ce genre de choses. Donc je reverrai si c'est pas fait, on va revérifier ça. Pour terminer là-dessus, M. Pinet, effectivement, c'est un projet que nous avons demandé depuis... au moins 6 ans, le rabaissement des trottoirs pour le passage des fauteuils roulants, des personnes à mobilité réduite. Tu peux demander à Valérie, ça fait au moins 6 ans qu'on a réclamé cet abaissement. Ça fait 10 ans qu'on réclame le carrefour à Bégroult. Hein, donc voilà. 15, voilà, vous voyez, j'étais... Donc non, mais après, je veux dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc moi, c'est pas que je veux pas faire, c'est que je rappelle encore qu'on doit faire un paquet d'arbitrages. Je vais vous donner quand même un chiffre et que je répète. 1 400 000 € d'entretien pour l'ensemble du 15e. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Que la ville de Paris me donne 10% du budget voirie, parce qu'on est 12% de la population, et on pourra un petit peu mieux faire les travaux. La semaine dernière, j'ai présenté un projet de rénovation dans un autre quartier qui s'appelle Alray-Procession, la rue Saint-Amand pour ceux qui la connaissent. J'ai 35% simplement de la rue qui va être rénovée. Parce qu'on n'a eu que le budget de 35%. Et encore, on s'est battu parce qu'au départ, c'était que le carrefour.
la Brouste Saint-Amand. Et là, on a un petit bout, etc. Et ça améliore. Et il nous manque le bout avant, le bout après. Donc voilà, mais donc je regarderai. Très bien, monsieur, allez-y. Toujours sur la rue de Montroger, je suis désolé. Pas grave. Ça fait 6 ans qu'on a signalé qu'il y avait des trous énormes pour les piétons et puis pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Il y a eu un rafistolage du virage il y a 1 an et demi, donc on s'est dit on est parti pour 10 ans. Donc je voulais vous remercier, si vous pouvez dire à la voirie vendredi qu'on les remercie d'avoir fait un peu plus cette année, c'est-à-dire tout refaire. La seule question, c'est après. C'est-à-dire la propreté de la rue qui va être super belle, avec des arbres, avec un revêtement magnifique. La question, c'est l'entretien. On a regardé sur 5 ans, la balayeuse avec le jet qui asperge les trottoirs passe à peu près 4 fois par an dans la rue de Montroger. Elle passe tous les dimanches matins à 6h30 rue des Entrepreneurs, ce qui est une bonne heure pour commencer, parce qu'il y a moins de monde. Mais la rue de Montroger, c'est 2 à 3 fois par an. Donc, je parle pour les petites rues. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un plan un peu plus d'intensification du passage de cette balayeuse et du jet d'eau sur les trottoirs pour les déjections canines, qui soit un entretien digne de ce nom? Si on a plus de moyens mécaniques, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle sera plus simple aussi à faire, parce que je vous rappelle quand même que certains engins de chaussée sont assez gros dans le cadre du lavage. Je vous parlais de ceux qui passent sur la rue des Entrepreneurs. Et quand c'est sur la voie, la rue de Montroger était quand même connue pour avoir 3 files de stationnement. Parfois, c'était compliqué pour les engins. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée un certain temps en dehors des plans de propreté, parce qu'il y avait des difficultés pour passer. Et comme on est en plus sur des rues effectivement secondaires à trafic moins dense, c'est vrai qu'elles ont moins de traitement qu'elles ne peuvent en avoir d'autres. Maintenant, on regardera effectivement. Je vous dis, cette territorialisation, normalement, est censée réellement nous décentraliser un certain nombre de moyens qu'on peut mieux utiliser à notre main et demander effectivement, avec cette fameuse enveloppe dont je parlais au départ de 800 000 €, des moyens mécaniques supplémentaires. Parce que moi, je crois beaucoup à la mécanisation, même si j'aurai un problème le matin, et je vous l'accorde et je prendrai ma part, mais il commence à 6h du matin, il faut bien que je les fasse passer quelque part à 6h du matin, y compris le dimanche. Donc voilà. Il y a une autre solution, je m'arrête là, c'est de faire en sorte qu'on continue à verdir cette rue de Montroger et qu'on la mette piétonne. Un autre sujet. Oui, je voulais simplement préciser que sur embellir votre quartier dans la réunion de restitution du 14 septembre 2021, l'enveloppe d'accessibilité, c'est-à-dire la mise aux normes des trottoirs, est de 500 000 €. Et le carrefour Abbé Groult de Croix-Nivert a été budgétisé à 150 000 €. Bon, c'est peut-être cher, mais ça faisait partie aussi donc de la rénovation, de le recalibrage de la rue de la Croix-Nivert. Or, si j'ai bien compris, la rue de la Croix-Nivert, qui était une opération phare, qui était le projet, finalement est tombé. Et non, madame, il n'est pas tombé. Et on nous a dit au dernier conseil de quartier que ce carrefour serait compris dans le recalibrage de la rue de la Croix-Nivert. Donc, en attendant, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement mettre un pont lourd, c'est-à-dire une plaque métallique, ou mettre du bitume? Est-ce que vraiment, ça coûte très cher, ça? Vous voyez, ce que l'on met normalement quand on fait une déviation pour les piétons, par exemple, quand il y a un chantier qui a une grande emprise sur le trottoir. D'ailleurs, qui n'est pas systématiquement, j'en profite puisque j'ai la parole pour le dire, que c'est assez agaçant à chaque fois qu'il y a un chantier avec une emprise sur le trottoir, qu'on est obligé de prendre le téléphone, de téléphoner à la société, qui s'excuse, qui dit oui, excusez-nous, on va le faire. Dernièrement, il y a eu encore rue des Nouettes, si je ne me trompe pas, oui, devant la maison, maison Sainte-Germaine. Il y a eu une déviation et donc il n'y a pas eu la rampe, il n'y a pas eu la rampe d'accès. Ce qui est quand même Vous parlez de quand, ça? Je parle dernièrement parce dernièrement, c'est quand? Parce que préciser, dernièrement, parce que c'était je me suis occupé de ce chantier-là et effectivement, après avoir constaté, je leur ai demandé, ça a été fait dans la foulée. Tout à fait, mais la réunion de chantier a eu lieu dans les novembre, je crois, bien avant, et la rampe a été mise très très loin après. Donc ma question est de savoir, quand il y a des réunions de chantier, est-ce que la voirie du 15e pourrait pas sensibiliser les industriels, enfin du bâtiment, de prévoir automatiquement Madame, un accès c'est noté PMR. sur les PV.
C'est noté, mais c'est pas fait. Mais il y a Donc, si seulement. voilà. Alors là, je vais vous dire. Alors je vais Et vous je prendre termine 24 heures simplement- avec moi, madame, parce je que termine c'est simplement- noté. Il y a plein de choses qui sont notées sur les PV. Et je vais D'accord. vous dire, vous savez, par exemple, normalement, il est interdit de déposer des engins de chantier sur un trottoir et de bloquer les passages piétons. Rue Le Courbe, dernièrement, il y avait 3 engins qui devaient être récupérés la nuit et qui empêchaient le passage des piétons. Voilà, c'est interdit. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc on le fait régulièrement. On demande effectivement. Il y a même des entreprises qui ont des pénalités. L'entreprise qui n'a pas mis effectivement la descente PMR, en tout cas sur la déviation piéton, a pris une pénalité de la part de la RATP, parce qu'en plus sur ce chantier, on a effectivement un maître d'ouvrage qui s'appelle la RATP et qui est très réactif. Bon, sur la rue Le Courbe, les 3 engins sont partis, mais j'ai eu ce soir effectivement les coordonnées du responsable de l'entreprise. Il sera convoqué en mairie avec la voirie et on va lui rappeler à ses obligations. Des comme ça, j'en ai partout. Je vous dis, le 15e, c'est plein de chantiers partout. Vous pourriez me dire, regardez, rue Mont-Blanc, on a une reprise et des 10. Ah, ben, les piétons, ils m'ont même pas fait de déviation piéton. Vous avez entièrement raison, c'est exactement la même chose. Je pourrais vous donner, pareil, sur la rue de la Croix-Niver, il y a eu aussi une reprise Enedis, ils ont foutu les barrières, ils n'ont pas foutu la reprise piéton, ils ne sont même pas occupés les PMR. Dès comme ça, on pourrait faire une liste à l'après-vert, madame. Tout à fait d'accord. Alors, pour vous aider, comme je fais partie du CLH du 15e, à ce moment-là, pourquoi vous ne donnez pas les travaux au CLH? Et le CLH, on se débrouille entre nous pour aller voir sur place. Et on vous le dit, là, cette entreprise du bâtiment, cette entreprise de chantier n'a pas respecté. Il y a une emprise sur le trottoir et il n'y a pas d'accès PMR. Si on madame, peut vous aider dans ce sens-là, on est d'accord. Mais vous m'aidez en étant mes yeux et mes oreilles. Vous m'envoyez, vous connaissez très bien mon adresse mail. C'est même pas la peine d'écrire à Philippe Goujon. Quand vous avez un truc comme ça, vous me l'envoyez. Une fois, vous l'avez envoyé à Philippe Goujon. C'était justement sur la rue de la Croix-Niver. Dans la foulée, il me mettait les barrières pour le cheminement piéton. Donc, je vous dis, on gagne en plus en efficacité parce que plutôt que le transfert, envoyez-les-moi directement et moi, tout de suite, ça passe. Ce genre de choses, c'est de la sécurité du cheminement piéton. Donc, il n'y a même pas à tergiverser de savoir s'ils ont le droit, pas le droit, etc. Il y a une erreur. Il y a une boulette qui est faite par l'entreprise, comme il peut y en avoir de part et d'autre, c'est régulier, mais ça, c'est la priorité des ultra-priorités. Alors, sur la Croix-Niver, contrairement à ce que vous avez dit, le projet n'est pas tombé à l'eau. Ce qui se passe, c'est que la présentation qui nous a été faite du projet qui est sorti des services centraux de la ville de Paris ne nous convient pas. Donc on leur demande de retravailler. D'accord. Et pourquoi exactement? Ça ne vous Il y convient avait pas 63 places de stationnement dans cette Supprimées. rue. Tout est supprimé. Voilà, c'est ça. Il faut quand même penser aux gens qui habitent. Bien sûr. Excusez-moi. Mais forcément, c'est un élargissement des trottoirs. Et quand on fait un élargissement des trottoirs... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça c'est votre vision. On a fait 2 heures. On a fait plus de 2 heures sur la rue de la Croix-Niver avec l'ensemble des services. On a vu point par point qu'il y ait une suppression de places, on en est tout à fait conscient, il y a une modification de la rue. La rue Edmond-Roger, pour reprendre que celle-là, il va y avoir des plantations d'arbres, il y aura des suppressions de stationnement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui habitent dans une ville et qui habitent dans une rue. On a quand même le droit aussi de leur poser la question et de ne pas supprimer du jour au lendemain tout le stationnement. Vous n'avez plus le droit de rentrer, vous n'avez plus le droit. Le projet qui était présenté, vous ne pouviez même plus vous arrêter. Plus de livraison, plus d'arrêt. Parce qu'on parle de la rue de la Croix-Niver, on peut peut-être pas dans le quartier, donc on va... Ah bon, d'accord, je croyais qu'elle était dans le quartier. Simplement pour vous dire, il y a peut-être des tronçons sur lesquels on peut travailler. Vous savez très bien qu'il y a des tronçons qui sont extrêmement... Les largeurs de trottoirs sont très étroites, et on peut peut-être faire quelque chose, vous voyez. Mais madame, vous n'avez pas vu le projet qui est présenté, puisque les trottoirs, et j'ai maintenu, étaient minimum de 2,50 m et allaient jusqu'à 3 mètres. C'est-à-dire que le projet, on souhaitait effectivement, maintenant ce qui était présenté, c'était effectivement, on a rayé 63 places de stationnement du jour au lendemain. Il y a quand même des commerces, il y a quand même un certain nombre de choses. On avait demandé quelque chose d'équilibré. Pour nous, ça ne l'était pas. C'est toujours en discussion ou c'est Ah mais on va retravailler dessus, c'est pas arrêté. C'est 6,5 millions de budget, madame. On va pas laisser partir 6,5 millions. Donc on va retravailler dessus, mais quelque chose de plus mesuré. Je vais être très très rapide et revenir juste au niveau du sol de la place du commerce. C'est une place qui attire beaucoup les propriétaires de chiens, ce qui est tout à fait normal, c'est une place agréable. Effectivement, ce qui était mentionné par ma voisine et mon autre voisine a des photos, les terre-pleins qui font le tour de la place sont en fait des bacs à déjection. Le trajet entre la sortie du métro et ici, j'ai un jour compté 20 déjections canines juste sur un côté. Donc j'ai 2 questions. Est-ce que, je sais que c'est verbalisable, mais que c'est difficile de le verbaliser, je comprends. Est-ce qu'on peut remettre des affiches précisant que c'est quand même verbalisable? Ça peut peut-être avoir un petit effet. Et je suis assez vieille pour avoir connu les motocrottes, qui me faisaient beaucoup rire. Qui fait ça maintenant? Et voilà. Alors, j'en ai pas revu au dernier Salon des maires. Vous vous souvenez, c'était Contasson en 2001 qui les a virés. Et voilà. Bon, la problématique en fait des déjections canines, c'est vrai que quand on a une unité de lutte contre les incivilités, on est dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est le flagrant délit.
Et donc, on est obligé, voilà, on mobilise les inspecteurs, et il faut, pour pouvoir verbaliser, être sûr que la personne qui a fait faire le caca à son chien ne ramasse pas. Or, dans la période où, si vous voulez, les agents, ça travaille de 8 à, on peut aller jusqu'à 22 heures. Généralement, ceux qui ne ramassent pas, ils font balader leur chien à 5 heures du mat ou à 23 heures, ce qui fait qu'ils sont en dehors des heures de service des agents, parce que très franchement, la plupart des gens que vous allez voir en journée, ça ramasse. Alors il peut y en avoir, mais c'est quand même assez rare. Et le problème, effectivement, c'est que normalement, les déjections canines, c'est censé mettre un coup de balai, aller dans le caniveau, un coup de flotte, et ça doit partir normalement sur les eaux usées. C'est le traitement qui devrait être comme ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas malheureusement correctement fait. Et en plus, quand c'est sur des terre-pleins comme ça, enfin du terreux ou des pieds d'arbres, les gens sont persuadés qu'ils font de l'engrais, etc. Enfin, il faudrait peut-être retourner à l'école en biologie pour faire comprendre que c'est pas de l'engrais du tout. Donc peut-être un affichage en expliquant que ça doit on peut regarder. l'affiche. On a, vous savez, les panneaux mobiles là. Alors, je sais que généralement, quand on en pose un, on se retrouve avec plein de déjections autour. Mais après tout, si ça les centralise autour, ce serait pourquoi pas. On peut regarder. Mais après, avec le Conseil de quartier, on peut toujours regarder. On l'avait fait. Je veux dire, on a fait une chose. Alors pas sur les déjections canines, mais sur les dépôts sauvages avec une école et des enfants qui sont venus nous présenter un projet. La mairie a plastifié les affiches dessinées par les enfants. J'ai eu moitié moins de dépôts, voire 3/4 de dépôts en moins dans un petit périmètre parce qu'ils avaient identifié, ils avaient fait un super travail qu'ils étaient venus nous présenter. Pourquoi ne pas penser à une affiche rigolote avec une des écoles du coin et puis afficher tout autour de la place. On a le long des grilles du jardin. Moi, on peut refaire cette opération et voir si ça fonctionne. Alors là, je suis absolument pas arrêté sur ce genre d'idée. Il est vrai que les enfants qui sortent du square et qui passent sur le trottoir, ils tombent, ils mettent les mains au sol. C'est en termes de propreté, c'est très moyen quoi, pour eux. Question au fond, monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre participation. J'avais une question concernant la propreté, notamment les dark stores. Il y a beaucoup de livreurs qui, des fois, attendent à proximité, notamment en ce qui concerne la rue Oscar-Rotti, où je suis résident, et avec une autre riveraine qui est ici, qui m'accompagne. Et on constate que beaucoup de ces livreurs laissent au sol, voire même dans les massifs des résidences, que ce soit des résidences de Paris Habitat ou privées, des consommations en attendant les missions que leur donne, en l'occurrence, c'est Flink, la société Flink. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le dossier. Et voilà, c'est madame que j'ai déjà rencontrée rue Oscar-Rotti, mais oui, je connais le dossier, parce qu'avant Flink, c'était Cajou. Exactement, voilà. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, je vais même vous dire qu'il y a une demande de Flink pour l'installation d'une zone de livraison. Que pour le moment, on a... Oui, non, mais je sais bien, madame. Je ne parlez pas de la zone de livraison. Je vous dis qu'il y a une... Voilà. Vous parlez des livreurs qui, effectivement, attendant les commandes, sont assis là et vont boire et puis vont déposer un petit peu partout, comme on en a toujours, etc. Voilà. Si vous voulez vous exprimer, madame, vous prenez le micro parce que c'est enregistré. Il y a également, Merci. les mégots. D'autre part, ils se garent sur le trottoir en attendant leur livraison. Ils remontent la rue dans les deux sens. Il y a 2 personnes dans ma résidence qui ont dû quitter, des personnes aveugles, qui ont dû quitter la résidence parce qu'elles sont tombées à cause des vélos et des mobylettes et des motos. Et visiblement, rien ne bouge. Parce que c'est excessivement compliqué d'agir effectivement sur ces entreprises et sur ces livreurs. Quand ce sont des livreurs qui sont affiliés à la société, on a un petit peu plus de poids. C'est parfait. Les livreurs Flink sont en vélo, il n'y a rien à dire. En revanche, c'est les livreurs Uber, avec leurs motos, qui font un bruit d'enfer, qui attendent, qui discutent jusqu'à des pas d'heure et jusqu'à plus de minuit. Ils mangent, ils jettent les papiers par terre, ils bousculent tout le monde. Ils se disputent par moments. Parce que, nous ne sommes pas très loin de l'église Étienne Pernet, de la place Étienne Pernet. Je vous invite à aller discuter avec l'opticienne avec qui on est en contact en ce moment. On essaye de voir comment réaménager parce qu'elle a devant chez elle effectivement que des scooters et j'ai des photos édifiantes. Maintenant, en fait, la place Étienne Pernet est devenue un garage à ciel ouvert. Ils y réparent les mobylettes, etc. Exactement. Mais c'est bien... Et nous, on avait ça aussi hier. Madame, aujourd'hui, on fait face à un changement de mode de consommation avec ce genre de choses. C'est-à-dire que s'il y a des Flink, s'il y a des Uber et des Deliveroo, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui commandent et qui se font livrer. La problématique auquel on est confronté, c'est que on n'arrive pas. Je sais, on en a rediscuté au dernier conseil d'arrondissement. Quand le maire a cherché à joindre Deliveroo et Uber, il a eu des réponses comme s'il était un simple client et comme quoi il transporte
se mettait... Enfin bref, on n'a pas de retour, on n'a jamais eu de personne physique en face. Ce sont soi-disant tous des auto-entrepreneurs, donc on n'a que peu d'actions. Quand on envoie effectivement la police municipale, il faut qu'on constate une infraction sur une plaque d'immatriculation ou qu'on constate effectivement le délit du jet de mégot et du reste. J'ai rappelé effectivement, certes on a une police municipale, mais on n'a pas non plus des effectifs pléthores. Donc il y a des actions qui sont menées. C'est vrai que, je vais vous donner un autre exemple, il y a... en violet, là, j'ai perdu le nom. En violet, c'est les... comment ils s'appellent? Ceux qui sont en violet et jaune. C'est un concurrent de Flink, ça va me revenir. G-Tir, voilà, merci madame. Vous voyez, vous les connaissez mieux que moi finalement. Bon, G-Tir, ce sont leurs salariés. Avec eux au quotidien, je vous assure. Ce sont leurs salariés, ce sont leurs salariés, et donc effectivement, on a pu avoir des contacts avec la société G-Tir. On avait des problèmes avec tous les scooters qui étaient sur la rue de la Convention, qui laissaient plus passer personne. Et maintenant, on est arrivé effectivement à des relations où ça rentre, où effectivement, ils ont laissé l'espace. On doit revoir Flink bientôt sur cette affaire de zone de livraison. Le problème de Flink, c'est que là, dans le cas précis, rue Oscar Rotti, c'est que c'est Carrefour. Parce que Flink ont leurs livreurs en vélo électrique sans aucun problème et ils rentrent. On ne les entend pas. En revanche, il y a Flink et Carrefour. Et c'est Carrefour qui se fait livrer avec les motos. Et oui, mais n'empêche que c'est une nuisance pour toute la... Mais je le conçois, comme c'est une nuisance, allez donc discuter avec les gens riverains du 78 rue de la Croix-Niver, avec le restaurant Taser et toute la nuisance qu'ils ont, y compris même à l'intérieur de leur immeuble. On est conscient de tout ça, on les traite tous les uns les autres, on essaye de faire au mieux, madame, mais c'est assez compliqué, nos moyens sont assez limités en tant qu'élus locaux. Voilà, je peux pas interdire à des livreurs Uber ou des livreaux d'être rue Oscar Rotti, c'est très compliqué. Alors maintenant, on reverra avec la police municipale pour refaire des passages par rapport aux mégots, par rapport aux canettes, par rapport à un certain nombre de choses. On reverra aussi quand même avec les dirigeants de Flink et je verrai s'ils ont un contact à me donner sur Carrefour, sachant que sur les Carrefour City, on a effectivement quelques contacts, on peut revoir avec eux. Maintenant, c'est assez compliqué effectivement sur les personnels c'est quand même inadmissible que Uber, eux, puissent circuler en moto normale, alors qu'on nous incite, nous, à tous, à avoir des voitures électriques, de ne pas faire de bruit, tandis qu'ils n'ont même plus de pot d'échappement, et plus ça fait de bruit, mieux ils se portent. Madame, là aussi, on peut peut-être sévir. À chacun effectivement sa responsabilité. Oui, mais sévir, pour pouvoir sévir sur le bruit, il faut un appareil. On est dans un état de droit. On ne peut pas arbitrairement dire, toi tu fais du bruit, je te mets un PV à 235 €. Ça marche pas comme ça. Vous avez un sonomètre. On est obligé effectivement de prendre une mesure avec un sonomètre certifié, et à partir du moment où vous dépassez la mesure, il peut y avoir verbalisation. Ce sont des choses qui ont été faites. On le fait aussi sur des artères parce qu'on ne peut pas le faire n'importe où, parce que quand vous arrêtez des gens, il faut pouvoir les mettre de côté de manière à éviter un suraccident et ne pas être non plus une gêne à l'ensemble des autres usagers. Mais effectivement, il y a des endroits où ça se pratique, ça se fait, et il y a des PV qui sont mis pour effectivement des pots qui ne sont pas... À mon voilà. avis, en 2 heures de temps, vous avez récupéré le prix de l'appareil. Hein. Pas la question du prix, là, c'est autre chose. Juste une dernière question, oui. Excusez-moi. Il va y avoir un arrêté du gouvernement pour justement légiférer là-dessus. Est-ce qu'à la mairie du 15e, ça pourrait vous aider pour faire partir Flink et ces sociétés-là? Tout dépend ce qu'il y a dedans. Et alors, je rappelle que c'est pas la mairie, là-dessus, au niveau des questions d'urbanisme, c'est la mairie de Centrale. Tout à fait, oui. Que la maire de Paris n'a pas pris de décision. On attendait effectivement à un moment donné des décisions. Voilà, donc... pour l'instant, c'est pas le cas. Donc nous, on appliquera les décisions qu'elles viennent du gouvernement ou de la ville de Paris, effectivement, sur ce genre de choses. Merci. Peut-être une dernière question sur la propreté. Je passerai après à la présentation, puisque sinon j'ai mes petits camarades derrière. J'essaierai d'être le plus court possible. Je n'ai pas pu répondre à la directrice des jardins partagés. Je n'ai pas pu répondre parce que je ne savais pas ce que je pouvais lui répondre. Elle aurait souhaité avoir une poubelle, justement, à l'angle de la place du commerce et où il y a les bars pour mettre des vélos, pour espérer que les enfants, les gens qui sont au coin, ne vont pas jeter aussi des canettes dans le jardin. Une corbeille de rue ? Oui. Oui, bon, on va regarder voilà, ça. Si c'est pas trop cher, elle aimerait avoir une poubelle à l'extérieur. Voilà. Pas une question de tarif. Là, c'est une question de l'avoir sur les nouvelles, mais si on en a une et que ça pose pas de problème à l'étude technique, il n'y a pas de souci pour l'avoir. Merci. Monsieur. Bonsoir. Pour rebondir sur ce que disait Madame, autour de la place Étienne Pernet, nous avons, vous le savez bien, le même problème avec toutes ces mobylettes et ces motos qui sont là toute la nuit, y compris sur l'avenue Félix Faure. Et là, il y a un petit commerce
de proximité, c'est open bar jusqu'à 4 heures du matin. Et donc là, si vous voulez, il y a pléthore de mobylettes et de motos qui sont là jusqu'à une partie de la nuit avec les déjections dont vous parlez, les gobelets, les bouteilles et les canettes de vodka ou de whisky. Voilà, alors j'en ai été entretenu avec M. Semama qui m'avait dit que bon, c'était très difficile de faire quelque chose contre ces commerces ouverts toute la nuit, mais est-ce qu'il ne vous serait pas possible quand même de faire quelque chose pour que l'horaire soit plutôt vers 23h, voire minuit, et non jusqu'à 4h ou 5h du matin. Voilà. Alors, sur ces horaires-là aussi, après, ça c'est des arrêtés du préfet de police. Je ne vais pas répondre à la place d'Anthony Samama, qui connaît bien ce dossier. Je sais juste qu'il y a eu des descentes, il y a eu un certain nombre de contrôles, il y a eu des PV de mis, mais il faudrait presque qu'on y laisse une unité de police à demeure en permanence, et l'arrondissement est grand. Mais effectivement, ce n'est pas le seul qui pose des soucis sur les horaires, mais là, c'est au préfet de police d'agir. Je veux dire, là, moi, je n'ai pas... il faut savoir qu'à Paris... Contrairement à une ville de banlieue ou de province, le maire du 15e, ou même la maire de Paris, prenons-la, qui est quand même la maire d'une ville de 2000 habitants, n'a pas le pouvoir de police. Une police municipale qui a été créée, mais le pouvoir de police dédié aux élus locaux et aux maires, qui est dans le code des collectivités territoriales, à Paris ne fonctionne pas. Héritage de Brumaire en 8, je vous renvoie à nos cours sur Napoléon. Donc tout ça est entre les mains du préfet de police, et donc qu'on saisit. C'est lui qui juge de la fermeture administrative. La fermeture administrative, en plus, à Paris, elle est assez complexe parce qu'elle ne s'obtient que quand on a des infractions à la législation sur l'alcool. Ben oui, mais non, pas constaté. C'est-à-dire que les contrôles qui ont été faits par la police ne montrent pas qu'il y a des infractions à la législation sur l'alcool. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Je vous répète ce que me dit la préfecture de police sur ce dossier, puisque je l'avais traité avant que Anthony Samama prenne effectivement ces questions de sécurité. J'en étais en charge, et donc effectivement un certain nombre... donc voilà, donc vous savez, ça nous ennuie plus de vous donner ce type de réponse, parce que c'est quand même des sujets qui nous mobilisent beaucoup, qui demandent effectivement beaucoup d'énergie, sur lesquels on n'a pas beaucoup de solutions. Vous voyez, je vais même vous dire une chose, même si c'est compliqué dehors, j'arrive à mieux faire bouger quelques bennes que de fermer effectivement cet établissement qui ouvre jusqu'à 4h du matin. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, même s'ils vendent, on sait qu'ils vendent des cigarettes, du tabac, alors qu'ils ne sont pas bureaux de tabac. Et bon, la police avait fait des descentes pour voir s'il n'y avait pas autre chose et des choses plus... Les douanes sont venues, l'inspection du travail est venue, c'est pas la seule. Les gens qui habitent rue Oscar Rottier, on en a une pendant des... Je vais vous dire, on avait même les parents d'élèves de Sainte-Élisabeth qui étaient dans notre bureau en nous disant, vous faites quoi? Parce que ils vendent des cigarettes à l'unité à mes enfants, etc. Et ça a été très très compliqué. Et on a pu fermer cet établissement sur une infraction au Code des étrangers. Alors, pour vous dire... C'est-à-dire ils employaient des gens qui étaient en situation irrégulière, et donc effectivement là le préfet a fermé. Ce qui est sûrement le cas d'ailleurs là aussi. Ben bon. Voilà. Difficile, on va écrire à M. Nunez alors. Merci pour ce point propreté Jean-Yves. Et maintenant nous allons passer au deuxième sujet qui est le réaménagement de la voirie angle rue Violet, avenue Émile Zola. Alors, si on a choisi, alors il y a sur votre quartier, il y a plusieurs aménagements, effectivement. Il y a donc la rue Edmond-Roger là, qui est en cours, la rue de la Rosière qui interviendra. Mais on voulait, avec Chantal Rodgen, et je la remercie d'être à mes côtés, revenir sur ce carrefour que certains connaissent bien parce que il est proche de groupes scolaires, il était mal fichu, il était dangereux parce qu'en plus les gens qui arrivaient de la rue Violet, alors je ne sais pas si tout le monde voit bien la petite flèche noire là que je bouge, qui arrivait de la rue Violet et qui tournait sur Émile Zola, bien souvent refusait la priorité aux piétons, et on avait souvent des conflits et c'était pas bien. Et donc dans le cadre effectivement du budget alloué à embellir mon quartier, l'idée était et sollicitée par des associations de parents d'élèves qui on avait essayé de trouver des solutions, de voir un petit peu ce qu'il en était. Il y avait une amélioration avec des poses de vélo, mais enfin c'était pas tout à fait comment dirais-je, acceptable d'un point de vue de circulation sécurisée. Et on a vu avec la voirie, on leur a demandé de travailler. Effectivement, c'était les retours donc des associations de parents d'élèves. Et très franchement, moi, on est entièrement
entièrement satisfait de ce qui a été là. Ça a été un travail d'arrache-pied auprès des services, que je remercie parce qu'ils ont même fait des choses supplémentaires qu'au départ, on n'avait pas de budget, on a essayé de renier, on a même retrouvé un petit rajout de budget qu'on a mis là. Qu'est-ce qui va se passer très exactement? Alors, on va avoir effectivement un raccourcissement ici de la traversée des piétons par un élargissement important de cette base ici. C'est pas du tout comme ça ici. Ici, c'est à peu près, enfin, je le fais de manière arbitraire, mais c'est beaucoup plus court. Et effectivement, là, non seulement on va bien voir une vue dégagée, parce qu'on a une vraie oreille, donc quand on est là, on sera bien vu par les véhicules qui vont arriver là. Hein. Le passage piéton, en fait, a été un petit peu bougé. Et ici, pareil, vous êtes là, et la voiture et vous verra, ou les véhicules motorisés vous verront, et donc la traversée sera parfaite, sachant que je rappelle qu'on a des feux, donc on est déjà normalement en sécurisé. Mais là aussi, c'est pareil, quand vous allez arriver de ce côté-là, donc ici, on restreint aussi le temps de traverser, et plus c'est court d'être sur la chaussée, plus c'est sécurisé, quelle que soit la population et quel que soit qu'on traverse au feu rouge ou au feu vert. Je ferai la leçon à personne, ça nous est tous arrivé. Mais effectivement, le fait de raccourcir le temps, c'est un gage de sécurité. Et là, en fait, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant, prendre ce raccourci, parce que s'ils prennent ce raccourci, ils vont finir dans la voiture d'à côté, ou etc. Ils sont vraiment obligés de faire un grand tour, et donc on a une meilleure visibilité. Et puis, on a cette chose-là aussi qui n'existait pas, qui était un petit peu rallongée, de manière, là aussi, à raccourcir la traversée. Alors, j'avais souhaité qu'on puisse faire aussi, là, une petite oreille, mais on avait une difficulté avec l'arrêt de bus, puisque ça nécessitait une sortie du bus qui était un petit peu plus compliquée. Voilà. Mais très, très sincèrement, c'est un carrefour qui sera très sécurisé pour l'ensemble des habitants. Et là, par contre, on a bien les affaissements qui sont mis partout. Là, c'est bien dans le projet. Là, je l'ai vu, c'est maintenu. Je peux vous assurer que les premiers plans qui nous avaient été présentés à Chantal Rodgen et à moi, et qu'on avait transmis d'ailleurs à Valérie Giovannucci, n'étaient pas du tout satisfaisants. Et on a renvoyé le tout à la voirie qui a refait sa copie. C'est pour ça que ça arrive si tardivement, alors que ça aurait dû arriver il y a déjà 1 an. Voilà. Prenez le micro, s'il vous plaît, madame. Que devient sur la place, là, au milieu, il y a un monument avec je casse tout. Non, mais parce qu'il ne figure pas sur votre plan. Mais non, puisque moi, je m'occupe que du carrefour, madame. Il est face au Super U. Oui, si, il est là, regardez. On n'a rien touché sur la place. D'accord, très bien, merci. Voilà. Moi, on ne le voyait pas. Je voulais vous montrer juste, parce que vous voyez, sinon les plans, vous ne voyez rien de loin. Mais effectivement, là, on n'y touche rien. On avait regardé pour voir si on ne pouvait pas mettre des arbres supplémentaires. Alors, la difficulté des arbres, c'est qu'on a le métro en dessous. Hein, je ne vais pas rappeler la douloureuse où il a fallu couper autant d'arbres, parce qu'effectivement, on a la ligne 10 en dessous, et que voilà, on va être obligé d'en recouper du côté de Javel, parce que là aussi, ça pose des problèmes d'infiltration. Et puis on a des réseaux CPCU aussi, et voilà, c'est pas simple. Donc, Un petit détail, au feu rouge de Émile Zola, vous avez planté un arbre, là, il y a quelques semaines, qui est à 1,50 m du feu rouge. Je pense qu'on va avoir des problèmes pour les automobilistes pour voir le feu rouge. Alors, c'est juste une petite remarque de détail. Ça, c'est une grande difficulté. On a essayé de faire comprendre au service de l'arbre, parce que là, ça dépend ni de la voirie, ni c'est encore un autre service qui plante les arbres, qu'effectivement, de planter un arbre à 1,50 m d'un feu, parce qu'en plus, quand l'arbre va devenir gros, on va plus voir le feu. Alors, on m'explique que non, c'était prévu comme ça, etc. Mais bon, on regardera pour les lagages, mais à quel niveau, enfin, dans quel sens et à quel niveau, parce que... Ouais, c'est ça, ouais. En bas à gauche, dans le sens de la rue Violet. Bon, on regardera ça. Juste en face du coiffeur. Oui, moi je voudrais juste revenir sur le plan. Est-ce que tu peux revenir sur le magasin U, là? Ah, ici, là? Oui, enfin, voilà. Devant le magasin U, il y avait un emplacement avec des motos que je ne vois pas figurer. Il est là. Il existe déjà, celui-là, donc ça veut dire qu'on supprime des emplacements motos. Alors, là, je sais qu'on doit revoir la chose, parce que comme c'est ils ont pris en fait l'ancienne zone de livraison,
Ça peut évoluer parce que il faut une vraie grande zone de livraison pour pouvoir livrer ce magasin qui s'est installé à la place de la librairie. Je rappelle une chose. Concernant les motos, on ne fait plus d'emplacement moto pour la simple et bonne raison, c'est que les motos ont le droit de se garer sur les places de stationnement voiture. Nouvelle doctrine, puisque le stationnement moto est payant. Alors, petit commentaire, effectivement, le stationnement moto est payant. Les motos se garent en marche arrière, comme ça, les voitures qui scannent les plaques d'immatriculation ne les voient pas. Ça, c'est ce qu'elle croit. Parce qu'en fait, il y a des passages à pied quand on ne peut pas prendre des... Si, il y a des gens qui passent à pied. C'est quand je vois le nombre de PV qui ont été mis sur... Voilà, non, ça s'appelle les FPS, pardon. Forfait post-stationnement sur les 2 roues. Donc voilà, bon, si ça doit se justifier, je regarderai, mais bon, il faut qu'on regarde. Mais de toute façon, la zone de livraison va s'agrandir parce que je crois qu'elle n'est pas assez dimensionnée pour les camions de 19 tonnes du Super U. D'accord. Deuxième chose, le sens de la rue Violet, je vois que le stationnement est autorisé que d'un seul côté. Oui. Donc il y aura suppression de stationnement de l'autre côté. Sur certains endroits, oui. Mais notamment, juste à l'entrée. Alors il faudra que je revoie Normalement, on ne touche pas par la suite, là, le stationnement rue Violet revient. Mais en fait, effectivement, au début, comme on a la piste cyclable, on est obligé effectivement de dégager. Et ici, c'est pareil, hein, on dégage, même si normalement il y a une oreille à l'intérieur, que là, on a quand même une pleine visibilité. Il y a des arceaux vélos qui sont mis là. Et donc, le stationnement payant des 2 côtés de la rue Violet repart à partir de là. Et dernière chose, tu parlais des arbres qu'il fallait couper. En fait, les arbres qui se trouvent actuellement à avenue Émile Zola sont de très vieux arbres qui ont 100, 150 ans et effectivement qui ont des racines très profondes. Couper ces arbres n'a pas posé de problème pour la partie qui a été rénovée parce que les arbres qui ont été plantés, ils ont été plantés en plus grande quantité que le nombre d'arbres qui existaient. Et c'est une essence très particulière. On peut demander à monsieur le maire, il la connaît bien, il nous l'a cité je ne sais pas combien de fois. Et donc ces arbres-là, les racines en fait ne s'étendent pas, restent en surface. Donc il n'y a aucun problème, j'oserais dire, pour couper un arbre, même si ça m'arrache le cœur, du moment qu'on en reprend le plantain qui soit plus adapté. Et ça ferait une harmonie avec le bout de l'avenue Émile Zola. Oui, c'est jamais agréable de voir couper un arbre, surtout en plus quand c'est un arbre de plus d'une centaine d'années qu'on est devant et qu'il apporte de la fraîcheur et qu'on en plante un tout petit. Mais de toute façon, là, on a un problème d'étanchéité sur les galeries du métro et effectivement, à un moment donné, on sera obligé malheureusement de le faire et donc voilà. Il apporte pas que de la fraîcheur, il apporte des pigeons aussi. Ça, c'est autre chose. Voilà, je pense que j'ai pris suffisamment de temps de parole ce soir et je vais... la rendre au conseil de quartier et à mes collègues pour le conseil de la jeunesse et à madame la présidente et à ma collègue Valérie Giovannucci. Je voulais vous remercier de toutes vos questions, de la teneur de nos débats, c'était très agréable de venir vous voir. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de réunion. Cher Jean-Yves, merci pour ton intervention et nous te rendons à la rue pour les poubelles. Merci beaucoup. Madame, on ne peut pas interpeller comme ça une salle. Il faut prendre un micro, s'il vous plaît, déjà. C'est parfait, ça serait bien dans les règles. Je voulais simplement vous demander si on ne pouvait pas profiter de la présence de M. Pinet pour parler de la voirie de la rue du Commerce. Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Je pense qu'à chaque fois, vous posez la question. Et ce que je vous propose, c'est que d'abord, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a M. Zanéa qui est là aussi, donc ça peut l'intéresser aussi. Donc c'était une occasion inespérée, mais je comprends. Hein. Quelle était votre question? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire sur la rue du Commerce, la vitesse. Alors, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on la mette à l'ordre du jour, parce que c'est un vaste sujet, la rue du Commerce. Donc, je vous promets qu'on essaiera de le mettre à l'ordre du jour pour la prochaine réunion. Et que M. Pinet revienne à ce moment-là, ce serait bien. S'il a envie de revenir et s'il a le temps. Avec notre maire, ce serait bien aussi. Merci. Je vous en prie, vous n'avez qu'à lancer les invitations, comme ça au moins ça sera fait. Merci Jean-Yves. Nous allons maintenant passer au 3e thème et je vais laisser la parole à la présidente pour passer le 3e thème. Donc il s'agit du Conseil de la jeunesse et je ne sais pas dans quel ordre voulez-vous intervenir. Monsieur Latine. Donc nous allons passer au Conseil de la jeunesse avec Louis Latine, qui est adjoint au maire chargé de la jeunesse, et Hector Vermouth-Brice, qui est conseiller d'arrondissement délégué à la jeunesse également. Eh bien, bonsoir à tous. Alors on va essayer d'être un peu polyvalent et informaticien en même temps. Alors ce soir, on vient parler avec vous du Conseil de la jeunesse qui a été réinstauré dans le 15e arrondissement.
à l'occasion finalement des 1 an de sa réinstauration et en raison des liens particuliers qu'on souhaite tisser entre ce dernier et les conseils de quartier. Donc d'où aussi notre présence aujourd'hui. Donc en réalité, le Conseil de la jeunesse du 15e est une assemblée participative, à l'image d'un conseil de quartier d'une certaine manière, mais pour les jeunes on va dire du grade collégien et lycéen. Donc l'initiative en fait de mettre en place ce genre de structure date de 2002, donc c'est on va dire assez ancien maintenant. Et c'était pas du tout ce slide-là, et voilà, et qui venait de 2002 exactement, et donc qui était matérialisé dans un grand nombre d'arrondissements à l'échelle de Paris. Donc chaque arrondissement avait justement ces assemblées participatives composées de jeunes. Alors généralement c'était une tranche d'âge beaucoup plus importante, on dépassait aussi les 18 ans, qui s'est finalement matérialisé avec le temps et transformé en ce que certains ont peut-être déjà entendu parler de cette structure-là, le Conseil parisien de la jeunesse, qui est donc en fait une structure à destination des jeunes à l'échelle de tout Paris. Donc tous les jeunes sont tirés au sort dans tout Paris, sans représentativité d'ailleurs des arrondissements, ce qui fait qu'on a certains sujets par rapport à ce point. Ce qu'on a remarqué aussi à l'occasion de ce Conseil parisien de la jeunesse, c'est qu'il est surreprésenté au regard des catégories étudiantines, donc plus de 25 ans généralement, voire 30 ans. Ce qui fait que d'une certaine manière, les jeunes sont eux-mêmes très peu représentés dans cette infrastructure-là, et avec des sujets particulièrement axés sur le logement ou sur toutes ces problématiques étudiantes. Donc notre ambition derrière, c'était de revenir finalement à une structure qui ne fasse pas cette concurrence au Conseil parisien, mais qui en même temps permette aux jeunes d'un plus jeune âge, donc du collège et du lycée, de découvrir en fait le fonctionnement de la cité, le fonctionnement de la ville au sein du 15e arrondissement, et donc de ces arrondissements d'une part, de la ville de Paris d'autre part, et de toutes ces structures aussi administratives autour. On sait que plus on s'y prend tôt, plus c'est, on va dire, aisé, et on le souhaite, de comprendre justement les différents enjeux entre les structures administratives, les structures politiques, etc. Et donc l'ambition est là de pouvoir leur donner une fine, ou plus fine connaissance, en tous les cas, du fonctionnement de la ville de Paris, de la ville du 15e, et aussi, surtout, à l'image de vos conseils, de pouvoir participer pleinement à son amélioration, ce qui est notre souhait le plus important, au travers de vœux qui peuvent être adressés bien entendu vers le maire du 15e et la maire de Paris, mais également au regard de projets qui seront financés en ce sens. Donc voilà ce qui est pour le petit historique. Pour les objectifs, je viens de vous les évoquer assez succinctement et assez rapidement. On a aussi bien sûr l'objectif à travers cela de les pousser finalement au regard de leurs études du collège et du lycée. On a récemment aussi une forme de grand oral qui a été développée justement pour inviter les jeunes à mieux s'exprimer à travers le temps et au travers de leurs études. Et donc l'ambition est aussi pour ces jeunes tirés au sort de pouvoir pleinement développer leurs compétences en ce sens pour leurs études et pour leur vie professionnelle future. Enfin, dernier point, l'ambition c'est justement de pouvoir leur proposer avant ces 18 ans de découvrir le fonctionnement primaire d'une certaine manière de la vie démocratique comme j'ai pu l'exprimer, et de leur donner envie ensuite de rejoindre un conseil de quartier dès lors qu'ils auront 18 ans par exemple, de rejoindre un conseil municipal si une élection se présente, ou alors tout un grand nombre d'infrastructures à destination des jeunes de plus de 18 ans, tels que le CPJ comme je vous l'ai dit, le conseil régional des jeunes, ou encore des associations type parlementaire. Donc voilà, c'est leur donner un premier pas dans la vie démocratique, un premier pas dans la vie finalement civique, et dans la possibilité de porter la voix des autres jeunes dans notre arrondissement. Et voilà en fait l'idée de ce projet qui a été relancé il y a maintenant 1 an et qui continue à se structurer peu à peu. Alors je vais vous laisser la parole à mon collègue Hector Vespromis, qui pourra vous parler un petit peu plus en avant aussi de cette composition de ce conseil et sa représentativité et son lien justement avec votre conseil de quartier et avec les conseils de quartier du 15e. Merci, et merci à Madame Baume et au conseil de quartier de nous recevoir. C'est vrai qu'on va faire à l'occasion du prochain conseil d'arrondissement, on fera un rapport de la première année d'exercice de ce conseil, de cette instance. Et c'était important pour nous, pour les conseils de quartier qui le souhaitaient, de pouvoir vous en parler directement pour 2 raisons. La première, ça concerne effectivement la composition du conseil des jeunes en lui-même. C'est que ce sont une quarantaine de jeunes de 13 à 17 ans qui sont tirés au sort
par quartier. Donc on a voulu créer un lien dans le Conseil de la jeunesse avec les quartiers eux-mêmes pour s'assurer d'une bonne représentativité, comme tu disais, des jeunes de tout l'arrondissement, mais aussi pour que eux, à l'avenir, puissent s'intéresser aux instances participatives suivantes que sont celles des conseils de quartier, ou qui puissent même venir dans le public des réunions publiques pour donner leur avis ou suggérer quelques autres idées. Ils s'excusent, les deux coprésidents du Conseil de la jeunesse de cette session-ci, de ne pas pouvoir être présents. Ils sont en préparation du bac qui a lieu fin mars désormais. Donc bon, ils auraient voulu être présents, mais ils ne peuvent pas l'être. En tout cas, ils ont bien travaillé déjà depuis 1 an. On a mis en place le Conseil en mars avec une quarantaine de jeunes. Comme on l'a affiché de manière très transparente, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il était compliqué de motiver les jeunes tirés au sort à revenir aux séances suivantes, comme on peut le rencontrer dans tout type d'instances participatives, puisqu'il n'était plus que 15 à la seconde. Alors on a réussi à faire remonter le taux de présence. Comment ? Tout simplement parce qu'on a inscrit un principe de remplacement des sièges vacants à partir de 3 absences par des nouveaux tirés au sort. Et j'en parle et on en parle parce que si vous avez autour de vous des jeunes entre 13 et 17 ans qui souhaitent participer au Conseil de la jeunesse, ils peuvent s'inscrire sur le site de la mairie et être tirés au sort au fur et à mesure de l'année pour remplacer les sièges vacants et contribuer à l'action du Conseil de la jeunesse. Il y aura un renouvellement à 100% l'an prochain. Depuis leur tirage au sort, ils ont pu travailler sur, on va dire, deux thèmes principaux. La fête de la jeunesse en juillet dernier. Et puis ils ont visité l'hôtel de ville en novembre, ce qui leur a donné l'occasion de visiter une autre structure qui est juste à côté de l'hôtel de ville, qui s'appelle Quartier Jeune et qui se situe dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement, place du Louvre. Je vous donne l'information parce que si vous avez des jeunes autour de vous qui cherchent un emploi, qui cherchent des conseils aussi bien sur l'aspect de santé mentale, de la santé, de la recherche d'emploi comme je disais, ou même souhaitent s'investir dans des associations caritatives ou pouvoir travailler avec leurs proches étudiants dans des espaces de coworking, tout se passe dans ce nouveau quartier jeune qui a été inauguré il y a 1 an en face du Louvre, dans l'ancienne mairie. Donc ça, ils ont pu le découvrir. Ça leur a donné pas mal d'idées pour leur prochain projet. Et pour 2023, ils se sont eux-mêmes fixés pour objectif, lors de la dernière séance du Conseil, de respecter au moins la condition d'avoir 3 projets concrets d'ici la fin de leur mandature. Mis à part la mise à jour de la fête de la jeunesse qui aura lieu le 17 juin prochain, ils souhaitent mettre en place une maraude, donc une maraude du Conseil de la jeunesse dans l'arrondissement, ce qui est toujours nécessaire, surtout vu les besoins actuels. Et puis, en autre point, et ça je pense qu'on sera amené à travailler avec toi Chantal, et tu l'as en primeur, on n'en a pas encore parlé puisqu'ils ont décidé ça cette semaine, de pouvoir contribuer avec les écoles qui le souhaiteraient pour pouvoir peut-être installer un petit potager participatif dans les écoles partenaires qui seraient intéressées par leur venue. Et je pense que vous voyez comme ça, tout se passe en direct. Les idées fusent rapidement dans le Conseil de la jeunesse et ça vient directement remonter au Conseil d'arrondissement. C'est le principe. Le second principe étant, comme je le disais, de faire un lien avec les conseils de quartier. C'est l'objectif de pouvoir transmettre les idées un maximum. Et puis nous, on va leur proposer dans l'année une formation à la prise de parole, pour que ça puisse leur servir à l'avenir en dehors de leur engagement primo-politique à l'échelle de l'arrondissement, qu'ils puissent ressortir avec certaines compétences de cette expérience de conseiller jeune. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a une question ? Pas de question jeunesse, Solène ? Bonjour, merci. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous faites des informations dans les collèges et les lycées justement pour donner envie de participer ? Alors oui, tout à fait. Pour répondre à votre question, lors du tirage au sort des premiers conseillers, donc il y a 1 an, on a eu la chance d'avoir notre collègue en charge des collèges et lycées qui a pu partager avec les différents proviseurs l'appel à candidature et à postuler. Alors là-dessus, bien entendu, on n'a pas d'obligation envers eux, ou ils n'ont pas d'obligation envers nous, entre guillemets, pour ces établissements scolaires. Et donc ça a dépendu, ça a dépendu.
parle pas français, pardon, ça a été extrêmement lié à la réponse des proviseurs. Donc on a certains lycées qui sont d'ailleurs très bien représentés, car justement ils ont partagé via Pronote ou ce genre de logiciel interne ou messagerie interne auprès de leurs étudiants, et on en a d'autres où justement on n'a pas eu de retour et où on a un problème qui se matérialise. Alors c'est un problème, on va dire, de court terme dans notre esprit, étant donné que les jeunes se sont très rapidement rendus compte qu'il était très compliqué de faire partager l'information. Ils ont pu découvrir un certain nombre d'événements, par exemple, qui s'organisaient au sein de la mairie du 15e arrondissement ou à l'échelle de Paris, dont ils n'avaient pas connaissance et dont ils ne savaient pas que cela existait. Alors que pourtant, c'est sur le site internet, c'est sur le journal de la mairie qui peut être boîté, ou ça peut être encore dans la newsletter. Et donc, c'est un sujet sur lequel ils veulent travailler, ils commencent à travailler justement, et on leur a bien donné et rappelé l'élément assez important selon lequel ils vont devoir préparer leur succession, d'une certaine manière, à la fin de leur mandat, et donc assurer la promotion de leurs actions, ce qui est déjà une chance pour eux, et ensuite inciter d'autres élèves à les rejoindre. Donc on espère toucher davantage de cette manière les lycées et les quartiers où on va dire les candidatures ont été plus difficiles à obtenir. Alors on en a quand même eu malgré tout, il n'y a pas de sujet, tous les quartiers sont bien représentés, donc c'est une chance quand même pour nous, mais c'est vrai que certains quartiers ont reçu plus de candidatures que d'autres. Mais il n'empêche que l'équité est toujours là. S'il vous plaît. Merci. Une question, c'est... Oui, c'est bon. La moyenne d'âge, c'est des gens qui sont plus je dirais, en lycée qu'en collège? Pour l'instant, c'est vrai qu'au début, c'était assez... entre 13 et 17 ans. Depuis qu'il y a eu les renouvellements en cours d'année, ça a eu tendance à se déplacer vers les 17 ans, vers les lycéens. Parce qu'en plus, ils ont en tête, et on ne peut pas leur reprocher, et nous-mêmes on leur propose, Parcoursup, ils ont des dossiers à remplir, il faut qu'ils montrent qu'ils sont engagés, donc on en a pas mal qui viennent et qui nous demandent s'ils peuvent avoir des certificats de participation. Bien sûr, on les fait. Si d'ailleurs, vous avez des futurs futurs candidats Parcoursup qui souhaitent remplir un peu leur dossier, c'est un moyen de le faire. Donc oui, ça a eu tendance un petit peu à se décaler vers 17 ans, mais au prochain renouvellement, plus on orientera les appels à candidature vers les collèges, plus on pourra s'assurer qu'il y a une bonne répartition entre 13 et 17 ans. Oui, parce que venant de province, j'ai souvenir, notamment dans des villes où on faisait des conseils municipaux de jeunes, on s'est aperçu que rapidement, les parents forçaient ou demandaient à leurs enfants de rentrer dedans pour politiser. Donc faites attention à ce côté-là. Ça, heureusement, on n'a pas ce cas. Par contre, les parents qui incitent leurs enfants à y participer tout simplement pour s'y engager, c'est vrai qu'on a ce cas présent et c'est tout aussi bien. Parfois, certains ne sont pas venus et on les a remplacés, mais y a pas on veille à ce qu'il n'y ait pas de politisation. D'ailleurs, les séances sont ouvertes si vous souhaitez y venir. On les annonce dans la newsletter généralement ou sur Twitter. Donc vous pouvez venir assister à une séance et voir leur manière de travailler. C'est comme Tintin de 7 à 77 ans alors. Bon, je peux. Vous serez le plus jeune. Oui, justement dans le cadre des rapprochements entre les conseils de jeunesse et conseils de quartier, on pourrait envisager des réunions préparatoires communes pour identifier des sujets communs ou se nourrir mutuellement des réflexions. Ça pourrait être intéressant. Justement, c'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui, ce soir, pour le présenter. C'est qu'il n'y a pas de modus operandi, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est à chaque quartier d'être libre, justement, de vouloir participer et de vouloir travailler avec ces jeunes. Donc, on ne veut rien imposer à aucun quartier, parce que, justement, ce n'est pas dans la charte des conseils de quartier. Mais on est absolument ouvert et c'est avec grand plaisir qu'on pourrait structurer cela. Alors c'est ce que j'ai proposé hier pour le quartier Cambronne-Garibaldi. Je crois que ce serait une bonne idée. Évidemment, il faudra que tous les conseillers de quartier, mais je m'en chargerai, soient d'accord, je l'espère. Et si effectivement des jeunes ont des idées d'ordre du jour, je pense que ça peut aussi nous alimenter en thème, ce qui serait pas mal. Et une autre proposition aussi, et après évidemment je le ferai valider par le conseil de quartier s'ils sont d'accord, c'est peut-être d'être dans nos fêtes de quartier. Parce que du coup, on brasse un certain nombre de personnes et de familles, et je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes au courant que ça existe. Donc ça peut être bien que vous participiez. Alors peut-être pas à toutes, parce que là, du coup, vous allez avoir un emploi du temps un peu chargé, mais quelques-unes, ça peut être bien, parce que c'est vrai qu'on rencontre par exemple les fêtes de quartier
Ici, Violet, il y a beaucoup de monde dans le square du commerce. Il y a beaucoup de familles. Donc ça peut être intéressant pour vous. Mais ça, on peut revoir ça ensemble. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Très simple, puisque vous êtes en relation avec d'autres instances. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres conseils de la jeunesse? Je ne sais pas, conseil de la jeunesse de Parisien. Est-ce que voilà, c'est une question très qui n'a pas d'autres prétentions. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Le lien avec le Conseil parisien de la jeunesse, il est indirect. C'est-à-dire qu'on a essayé pour l'instant. Alors, si les jeunes le modifient, s'ils modifient leur propre charte, ça pourra évoluer. Mais pour l'instant, le Conseil permet de représenter des jeunes de 13 à 17 ans. Le CPJ, le Conseil parisien de la jeunesse, lui, c'est de 18 à 25 ans. Donc on voulait pas empêcher les jeunes de participer à l'un ou à l'autre. Donc on n'a pas créé de superposition entre les deux. On les incite à candidater au Conseil parisien de la jeunesse par la suite, quand ils ont passé cette limite. Ensuite, avec d'autres conseils de la jeunesse, ce sont des choses qui peuvent se faire. Il y a des associations à l'échelle de l'Île-de-France ou même nationale qui relient l'action des conseils de la jeunesse. On le fera dans un second temps. Le premier objectif, c'était de mettre en place, de cadrer l'action du Conseil de la jeunesse et de voir ce qu'ils peuvent être en mesure de faire, qu'est-ce qui les intéresse. Une fois que ça s'est bien fait, on va essayer de lier l'instance à d'autres municipalités, si on peut avoir un petit peu de partage d'idées, c'est toujours efficace, et comme ça, ils peuvent rencontrer d'autres villes et d'autres jeunes. Merci beaucoup Hector, merci beaucoup Louis d'être venu nous rencontrer ce soir. Et je vais laisser le mot de la fin à la présidente. Je rajoute le remerciement à ceux de Valérie. Juste une petite information. On nous avait parlé du 2 avril pour voter pour les trottinettes. C'est-à-dire de dire qu'on était pour ou contre ces trottinettes. Apparemment, la mairie du 15e sera le centre pour remplir vos votes, et ce sera le 2 avril à la mairie du 15e. Si vous êtes intéressé, naturellement. Ah, d'accord, très bien, merci. Il n'y a pas de... Tous les Parisiens qui sont sur la liste électorale et qui étaient sur la liste électorale aux dernières élections pourront participer à la votation. Merci pour votre présence ce soir et à très bientôt, j'espère.